Les éditions Siegfried, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent Les services secrets russes, des tsars à Poutine, de Andreï Kozovoï, lu par Lazare Herson-Macarel. Introduction. La rencontre. Le bureau de presse du SVR est un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, un osobniak, en retrait de la rue Ostoïenka, une artère animée du sud-ouest de Moscou. Cet intermédiaire entre le monde ultra-secret du renseignement et celui des médias affiche une façade très discrète. À la différence des institutions étatiques de la Nouvelle-Russie, qui exhibent fièrement leur identité à l'aide d'imposantes plaques de bronze ou de marbre, ici, aucune inscription ne guide le voyageur curieux d'en savoir davantage sur l'ouvrage architectural du temps jadis. Devant la porte d'entrée grillagée qui préserve l'anonymat de l'hôtel particulier ne figure qu'un simple bouton noir, en guise d'interphone. Seule la couleur de la construction, un jaune fatigué, tranche avec la grisaille ambiante. C'est par un matin ensoleillé de décembre que je me présente devant le portail. Si les archives des services de renseignement occidentaux ont commencé à s'ouvrir aux chercheurs, alors pourquoi pas les archives russes? Telle est la question qui motive ma visite et le SVR est un passage obligé. Le rendez-vous avec le directeur du bureau de presse, Sergueï Ivanov, un ancien du KGB qui, du temps de la guerre froide, travaillait aux États-Unis en se faisant passer pour un journaliste, est pris depuis longtemps. Le gardien, sec et court sur pattes, les cheveux poivre et sel, entièrement vêtu de noir, sort de son bureau pour m'annoncer au maître des lieux, après m'avoir courtoisement indiqué un des fauteuils du parloir. Un luxe dans une Moscou où extirper la moindre formule de politesse relève de l'exploit. Ivanov, un homme de 49 ans à l'allure imposante, semble avoir oublié notre rendez-vous. Son visage rond trahit une impatience propre à ceux qui ont l'habitude de fréquenter les grands de ce monde. Pendant que je lui rappelle l'objet de ma visite, Ivanov me scrute avec méfiance, puis se ressaisit et m'invite à le suivre. Je traverse une antichambre à la bibliothèque bien fournie, avant d'arriver dans un grand salon. 4 canapés confortables forment un carré autour d'une table basse. La pièce est sombre. Ivanov m'invite à m'asseoir et éclaire le lieu. Branche-t-il en passant une caméra pour immortaliser l'entretien? Donne-t-il l'indication à ceux qui sont cachés derrière la glace, forcément sans teint, de commencer leur observation? Vais-je quitter ce lieu avec un micro sous la semelle de mes souliers? Les fantasmes naissent bien vite dans cette situation. Pendant que j'imagine toutes sortes de scénarios plus ou moins farfelus, un autre responsable du bureau de presse, plus jeune, se joint à nous. Les 2 hommes m'observent avec un air de curiosité teinté d'incrédulité. Habitués à voir dans les visiteurs des provocateurs potentiels, ils pensent sans doute que je ne suis pas celui que je prétends être. Je m'empresse de leur présenter mes travaux et ma carte de visite. Rassurés sur mon identité, ils restent mal à l'aise. Mon jeune âge, 34 ans à l'époque, autant que la nature de mon projet les interpelle. L'un d'eux va jusqu'à me demander la raison d'un énième livre sur le renseignement russe. Très sérieusement, il s'interroge sur la possibilité de traduire ce qui existe déjà en Russie. Sa question, si tant est qu'elle est sincère, dénote une méconnaissance profonde du lectorat français, autant qu'une incapacité à distinguer un vrai travail de recherche de la géographie, domaine dans lequel les éditeurs russes spécialisés dans le renseignement sont experts. À ma question volontairement naïve, pourquoi ne pas déclassifier les archives de la guerre froide maintenant qu'elle est terminée, les 2 hommes s'en sortent par des pirouettes sur l'imprescriptibilité du secret des archives du renseignement et, le cas échéant, la nécessité pour moi de poser des questions précises, pour que les archivistes du SVR, toujours serviables, puissent me fournir les réponses adéquates. À mes questions précises sur l'implication réelle d'une personnalité politique, américaine ou française, dans le travail avec les services secrets russes et soviétiques, ils avancent qu'il ne faut pas voir la main du Kremlin partout.
Ce qui importe, me conseille-t-il, est de replacer les services secrets russes dans une perspective comparatiste. En ce sens, dit Ivanov, l'espionnage russe n'a rien d'exceptionnel. Rien ne le distingue d'autres services de renseignement. Pédagogue, l'homme me conseille de lire les œuvres de Konstantin Melnik, 1927-2014. Ce spécialiste du renseignement, d'origine russe, ne considérait-il pas que les livres parus sous la houlette du SVR en Russie sont irremplaçables et monumentaux? Que Vassili Mitrokhin, le transfuge dont les révélations publiées en 1999 ont fait beaucoup de mal au service de renseignement russe, a une intelligence limitée? Et que l'Homo Americanus est arrogant et naïf? Qu'il est congénitalement condamné à une incompétence abyssale du renseignement dans sa version la plus noble, l'Umint? Mieux, conclut Ivanov, à la différence de la CIA, le KGB, lui, n'a jamais tenté d'assassiner des personnalités politiques à l'étranger. D'ailleurs, comme s'il fallait une preuve de la bonne image de la Russie, avance-t-il, à la différence de George Bush, personne ne jette de chaussures sur Medvedev. Lancer des chaussures sur Medvedev, un président marionnette, quelle drôle d'idée en effet. Mais combien de Russes ne rêvent-ils pas d'en découdre avec Poutine, l'homme qui a tout fait pour torpiller la liberté d'expression? Mes précautions oratoires se révèlent inutiles. Mes interlocuteurs n'ont manifestement pas envie de me révéler quoi que ce soit d'inédit. Pendant 1 heure, ils ont éclairé ma lanterne sur un ton douceâtre, me racontant de belles histoires sur les preux services de renseignement russes et l'innommable CIA. À cela, rien de surprenant. Nous ne sommes plus dans les années 1990, à une époque où le SVR organisait la publication d'ouvrages en partie basés sur des documents d'archives inédits, en faisant appel à des auteurs maisons et étrangers pour montrer sa bonne volonté, gagner de l'argent sur les ventes, mais aussi à des fins de désinformation. Ce genre de pratique a pris brutalement fin quand un ancien officier des services secrets devenu journaliste, Alexandre Vassiliev, recruté par le SVR, s'est enfui avec des carnets de notes ayant servi à des ouvrages marquants. Désormais, pour éviter la publication de livres compromettants, les services secrets russes achètent, les premiers, les droits de traduction d'ouvrages tels que ceux de Christopher Andrew ou de Mémoires de transfuge. Les éditeurs russes qui veulent briser le cercle vicieux des hagiographies se retrouvent ainsi bloqués, le SVR leur opposant une fin de non-recevoir dès lors qu'ils souhaitent publier en Russie ces best-sellers gênants pour le Kremlin. L'entretien touche à sa fin. Je vais donc repartir bredouille, ou presque. Si aucun document nouveau ne vient enrichir mon projet, j'aurai néanmoins goûté au plaisir de découvrir le mode de pensée des agents russes actuels et tirer les conclusions qui s'imposent sur la continuité entre la Russie d'hier et celle d'aujourd'hui, ce qui, pour mon enquête, est tout à fait essentiel.